Parle un peu encore. Bonsoir, c'est Jean-Pascal Ferrat, SunbirdFX. Nous sommes brokers en Forex et en CFD. On exécute en no dealing desk, ça veut dire qu'on n'intervient pas dans les stops, dans la vie des trades de nos clients. On ne va pas faire du stop sur le dealing desk et on transmet les ordres sur le marché. On n'intervient pas dans les trades de nos clients, c'est une chose de sacré. Nos clients tradent en toute sécurité. Euh, notre spread est serré. Notre spread est serré sur l'euro-dollar. Il est à 1,7 en moyenne. Et le spread que l'on distribue à nos clients est variable. C'est un spread comme sur le vrai marché interbancaire variable et sur l'euro-dollar à 5 chiffres après la virgule. Philippe Lermy qui va vous présenter ce webinaire sur l'analyse des corrélations Forex et aussi les corrélations entre la volatilité, le VIX que la bourse américaine nous transmet et les autres indices comme le S&P 500 comme j'ai vu sur ces slides. Philippe Lermy est formateur et trader institutionnel. Il propose des formations sur le Forex de 1 jour en découverte et de 3 jours pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur le Forex. À la fin du webinaire, j'essaierai de répondre aux questions que vous auriez sur le webinaire. Et s'il y a des questions un peu trop pointues pour moi et pour mes connaissances, vous pouvez toujours m'envoyer un email à jp.ferrat@sunbirdfx.com. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou si c'est trop compliqué, je transmettrai la question à Philippe Lermy. Ok, je vois qu'il y a déjà 5 questions. Bonsoir. Le son n'est pas terrible, le son n'est pas très bon, le son très moyen. Ok, bonsoir Monsieur Morissette, bonsoir Lazreg, Nadira Lazreg, Didier Pravaz, Jean Dati, Antonio Virolia, Vilaroya, pardon. On va essayer d'améliorer le son. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Philippe. On parle pendant un petit moment et on va faire un test son une nouvelle fois. Oui, bonjour à tous. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de grésillement ni rien? On va parler donc des corrélations sur le Forex et d'autres actifs et on va regarder comment les traders professionnels utilisent les corrélations. Ok. Donc, Monsieur Harou nous dit que le son est mieux. Donc, on peut continuer comme ça, Philippe Lermy. D'accord. De mon côté, je coupe mon micro et je reprendrai le webinaire à la fin pour répondre aux questions éventuelles. Je vous remercie tous et bon webinaire. Ok. Donc, tout d'abord, je vous mets en garde, hein, puisque le Forex, c'est un marché qui est, comme tout marché, comme les actions, est quand même risqué. Et la moindre des choses, c'est de ne pas donc prendre des positions avec l'argent dont on a besoin pour vivre. Hein. C'est la première chose, parce que quand on fait du trading, on doit être zen. Et zen, pourquoi? Parce que, évidemment, il y aura des deals qui seront perdants. On ne peut pas toujours deviner comment va évoluer le marché. Donc, il faut prendre en compte qu'on a des trades qui sont perdants et il faut qu'un trade perdant n'affecte pas votre morale. Si vous êtes affecté toute la journée à cause d'une perte, c'est que le montant est trop fort ou c'est que l'argent est vraiment nécessaire à votre vie de tous les jours. Donc ça, c'est la première chose. Donc, lors de cette conférence, on va d'abord regarder ce que c'est qu'une corrélation linéaire. On va rappeler un petit peu les principes d'une corrélation.
Et puis on va regarder donc plein de corrélations donc entre différentes paires de devises, entre les devises des actions, les devises et les taux d'intérêt, entre les devises et la volatilité des marchés, aussi certaines avec les matières premières. Alors évidemment, des corrélations, il y en a plein. On n'aura pas le temps de voir toutes les corrélations. On va regarder certaines qui sont principales et qu'il faut absolument surveiller quand on fait du trading. Alors bon, je vais parler principalement du trading de l'euro-dollar et de vous montrer ce qu'on regarde. Hein. Voilà. Et pour terminer, bon, je vous expliquerai, donc, je vous présenterai mon livre donc sur le Forex qui donc est vraiment un manuel de terrain où on trouve toutes les informations. Donc c'est de l'expérience, hein, c'est mon expérience de marché auprès de 30 banques, hein, les plus grosses de la planète. Et donc ce que les banques m'ont appris. Et puis on terminera sur les formations de 3 jours que je donne à Paris et à Montréal, et donc qui sont là pour vraiment détailler donc ce que font les traders et donc regarder en temps réel ce qui se passe sur les marchés. Donc une corrélation, en fait, donc on va parler de corrélation linéaire, hein, parce que les marchés regardent les corrélations linéaires. Donc c'est le produit, enfin c'est le ratio, je dirais, de la covariance sur le produit des écarts types. Hein. Donc en fait, on regarde donc comment va évoluer un actif X en fonction d'un actif Y, et on va essayer de voir donc si on peut dessiner une droite affine, donc de la forme Y égale AX plus B. Hein. Alors déjà, on voit que première chose, c'est qu'il y a un A, il y a un coefficient. Hein. Donc ça veut dire que quand on a une corrélation, en fait, on peut avoir un actif qui bouge 2 fois plus que l'autre. Hein, déjà, enfin 2 fois, A fois plus que l'autre. Hein. Donc ça c'est la première chose. On va en fait plus exactement regarder la dépendance linéaire entre les deux variables. On va donc regarder dans le passé, par exemple sur un mois, sur 15 minutes, sur un an, en fait, quand par exemple l'actif X a monté, est-ce que l'actif Y a monté ou baissé, et de combien? Et donc on va dessiner donc tout un tas de points donc sur un graphique XY, et puis on va essayer de les rejoindre tous par une ligne droite. On va essayer de trouver une droite, donc on fait ce qu'on appelle une régression linéaire, on essaie de faire coller ça à une droite. Et plus comment on a un nombre de points importants qui vont coller à la droite, moins il y aura de dispersion dans les points, plus en fait on aura une corrélation qui va tendre vers 1 en valeur absolue. Hein. Donc c'est ça qu'on cherche. Et plus ça tend vers une droite linéaire, bien linéaire, donc plus en fait les actifs sont corrélés. Alors, en fait, si la corrélation donc elle est bornée, hein, c'est un coefficient qui est borné qui varie entre -1 et +1. Donc +1, c'est quand la droite affine, donc le coefficient A est positif, et -1 quand le coefficient A est négatif. Hein. Donc concrètement, quand le coefficient est positif, ça veut dire que si X monte, Y va monter de A. Et, et à l'inverse, si le coefficient de corrélation est de -1, ça veut dire que si X monte, Y va baisser de -A, enfin de -1, si c'est -1. Donc la corrélation donc, est bornée entre -1 et +1. La droite affine, elle est croissante quand le coef est positif, et elle est décroissante quand le coefficient de corrélation est négatif. On voit sur le graphe en haut à droite que quand on dessine tous les points, donc on a regardé par exemple sur un mois dans le passé, quand X montait par exemple de 3%, X1 là c'est X1, et X2 par exemple montait de 2%, etc. Et on voit qu'on fait un nuage de points, et puis là finalement on n'arrive pas du tout à dessiner de droite, donc le coefficient de corrélation est de 0. Donc concrètement ça veut dire que X1 et X2 ne sont pas reliés entre eux. Hein, c'est pas parce que X1 varie que X2 va bouger. Donc on ne peut rien en tirer. Hein. Par exemple, je ne sais pas, on pourrait dire, est-ce que l'usure de votre voiture est fonction de, par exemple, je ne sais pas, votre facture d'électricité? Ça n'a aucun rapport, donc le coefficient de corrélation, il est nul. Alors on voit que plus on va tendre vers une droite, on peut avoir donc un coefficient de corrélation qui va être par exemple de 0,3 en bas à gauche. On voit qu'on pourrait décider une droite croissante, donc avec une pente de 0,3, enfin
sauf que c'est pas du tout évident. Hein. Enfin, c'est pas la pente. Je suis en train de dire une bêtise, le 0,3 c'est pas A, hein, dans Y égale X plus B, c'est le fait qu'on se rapproche vers une droite. Hein, c'est le ratio, comme je disais, covariance sur produit des écarts-types. Comment? On voit que pour un même coefficient de corrélation donné, 0,3, eh ben, quand on regarde le graphe en bas à droite, on voit que on peut avoir le même coefficient, et là, en fait, on est en train de pouvoir dessiner une parabole. Donc, une corrélation, elle n'est pas forcément linéaire, elle peut être parabolique, elle peut donc avoir différentes formes, hein, donc ça peut être une équation de la forme y égale x2 plus 3x plus 5, par exemple, et donc, nous, on va s'attarder aux coefficients de corrélation qui sont linéaires. Hein. Alors, en pratique, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on fait souvent une erreur. Hein. Donc là, je vous montre le petit graphe à gauche. On a donc une maman avec son petit gamin qui sont donc dans l'avion. Et puis le petit gamin qui d'un seul coup s'exprime. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'aurais aimé qu'il n'allume pas le voyant pour mettre ses ceintures hein, automatiquement hein, quand on est dans un avion aussi souvent. Parce qu'à chaque fois qu'ils le font, eh ben on est secoué. Hein. Alors, en fait, il est en train de dire, parce que le commandant de bord allume le voyant, l'avion est secoué. Donc, en fait, là, il est en train de faire une grosse erreur. Hein, parce que c'est pas parce que le commandant de bord allume l'avion que l'avion est secoué, c'est parce qu'il y a des perturbations que l'avion est secoué. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Autre exemple, par exemple, on dit, il y a une statistique qui dit que 70% des gens meurent au lit. Hein. Donc, ce n'est pas parce que vous allez vous coucher que vous avez 70% de chances de mourir. Hein. Il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Hein. En fait, vous pouvez avoir deux actifs donc, qui ont l'air d'avoir une corrélation, et en fait, ils ont tous les deux une corrélation avec un autre actif qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont corrélés entre eux. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Donc maintenant, on va aller plus en pratique. Là, je vous montre le graphe, on va regarder donc des corrélations. La paire euro-dollar et la paire dollar suisse. Alors, en noir, toujours en noir, ça sera l'euro-dollar. Et dans une autre couleur, là en rouge, ça sera la paire dollar suisse. En bas, vous avez donc un graphe en bleu. Donc là, j'ai pris la corrélation sur 21 jours. Hein. Donc le 0, c'est la ligne du milieu. Plus 1, c'est une corrélation positive. Hein, donc quand l'eurodoll monte, le dollar suisse monte. Et moins 1 en bas, la ligne de moins 1, c'est quand l'eurodoll monte, le dollar suisse baisse. Et vice-versa, quand l'eurodoll baisse, le dollar suisse monte. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la droite, elle tend la corrélation tend très souvent vers moins 1. Et quand on regarde le graphe en haut, ben on le voit bien. On voit bien que quand l'eurodoll monte, le dollar suisse baisse. Hein, je vois là, l'eurodoll monte, par exemple, ici, le dollar suisse baisse. Et quand l'eurodoll baisse, par exemple ici, le dollar suisse monte. Hein. Alors, on voit aussi dans ce graphe que les corrélations, c'est pas tout le temps constant. Il y a des moments où il y a des corrélations, là on le voit bien, des fois ça repart, regardez là, la corrélation elle est presque positive. Là aussi, là c'est pire, elle devient presque positive. Mais il y a des moments où elle se tend beaucoup plus fort. Hein, elle devient beaucoup plus tendue. Alors en général, les moments où elles vont devenir plus tendues, il y a même là aussi, ça va être en période, par exemple, de crise. En général, quand il y a une crise, les corrélations se tendent. Hein, donc là, ici, c'est quoi? Eh ben, septembre 2011, c'est la reprise de la crise grecque. Hein. Quand on regarde ici, 2009, c'était fin 2009, début 2010, donc là c'est un peu plus tard. Là, septembre 2008, ouais, septembre 2008, là, par ici, on avait la corrélation, il y a eu la crise, le début de la crise avec la faillite de Lehman. Hein. Donc en fait, il y a des moments où les corrélations sont plus fortes et des moments où sont moins fortes. On voit bien que des fois ça se décorrèle. Hein. Regardez, ici l'eurodoll monte, il rebaisse. Alors que le dollar suisse, il n'a pas fait donc le mouvement inverse. Hein. Il n'a pas fait un mouvement de baisse puis de hausse. Donc il y a des moments, c'est pas toujours corrélé. Là aussi on le voit. Hein. Alors, par contre, comme on a une corrélation qui est presque souvent de moins 1, attention, c'est-à-dire que vous allez voir l'eurodoll qui va monter et exactement en même temps, vous allez voir le dollar suisse qui va baisser. Hein. Donc,
on ne peut pas traiter comme ça ne suffit pas de se dire le dollar suisse baisse, donc l'eurodoll monte. Non, parce qu'il fait exactement en même temps. Donc après, on va en parler. Soit vous voyez à un moment des décorrélations, et donc là, vous allez pouvoir en profiter. Alors, quand est-ce qu'on va voir des décorrélations? Eh bien, plus exactement, là, il y a une courbe en vert, eh bien, c'est l'euro suisse, c'est le cross, hein, puisque quand on fait de l'eurodoll et du dollar suisse, quand un trader va faire de l'euro suisse, en fait, il va crosser. Quand on dit crosser, c'est quoi? C'est que dès qu'on a une taille importante, eh bien, en fait, en euro suisse à traiter, la liquidité n'étant pas assez élevée sur l'euro suisse, le trader qui doit, par exemple, acheter l'euro suisse, il va acheter l'euro, vendre le dollar, et après il va acheter le dollar, vendre le franc suisse. Il va aller sur les deux paires où la liquidité est la plus forte. Hein. On voit quoi? Ben, quand la Banque centrale, alors c'est ce que vous avez entouré en rouge, quand la Banque centrale, donc la Suisse, est en train d'intervenir sur sa monnaie, hein, son intervention elle commence là en mars 2009, hein, elle a commencé ses premières interventions physiques réelles en mars 2009, et ben l'euro suisse est maintenu, donc du coup la corrélation, eh ben, elle tend vers -1, hein, et donc en fait elle est de plus en plus forte. Là, elle a mis donc son plancher, hein, à 1,20, et donc on a une corrélation donc, qui est très très forte. Hein. On a de moins en moins de décorrélation. Le fait qu'elle ait fait un floor sur l'euro suisse vous a augmenté le coefficient de corrélation et tend maintenant vraiment vers -1. Alors, bon, j'ai envie de... Si, je vais d'abord vous expliquer un truc tout de suite. En fait, alors comment on peut utiliser une corrélation qui est qui est quasi parfaite comme ça? Eh bien, en fait, il faut surveiller l'autre paire en même temps. C'est-à-dire que sur dollar suisse, si vous voyez l'eurodoll qui baisse et donc le dollar suisse qui monte exactement au même moment, si vous savez, alors là, là on en reparlera plus tard à la fin, si vous savez qu'il y a des ordres de vente d'un gros vendeur, par exemple un fonds souverain en dollars suisse, et qu'on approche sur cet ordre, eh bien donc la paire dollar suisse va être freinée. Et de facto, à cause donc du cross euro-suisse et donc des relations entre les trois paires de devises, eh ben vous avez l'euro-doll qui lui baisse, et ben du coup il va faire un support. Donc ça veut dire que quand vous faites l'euro-doll, il faut surveiller le carnet d'ordre en dollars suisse. Parce que si vous avez des gros stop-loss à l'inverse, par exemple sur le bas en dollars suisse, eh ben on va se retrouver, les stop-loss vont être déclenchés, et donc du coup l'eurodoll va monter. Donc ça c'est une info qu'on peut utiliser. Il faut surveiller l'autre paire pour chercher les ordres qu'il y a sur l'autre paire de devises, parce que ça peut vous entraîner la paire que vous voulez traiter, l'eurodoll. Donc là, j'ai mis eurodoll et câble. Hein. Donc toujours pareil, on a l'euro-dollar qui est en noir, et le câble, donc GBP-USD, qui est en rouge. En bas, encore en bleu, la corrélation, donc entre -1 et +1, avec le centre à 0. Donc à 0, c'est pas corrélé. On voit que là, c'est l'inverse. Du coup, la corrélation, elle tend vers +1. On voit déjà qu'elle est moins bonne. Hein, on voit que la corrélation câble et eurodoll est moins bonne. Donc déjà, ça, c'est une info à savoir. Mais toujours est-il que ça va quand même jouer. Ça veut dire quoi? Là, la corrélation est positive. Donc si vous avez des stop-loss à la baisse sur le câble, et vous allez avoir l'eurodoll qui va baisser. C'est exactement ce qu'on avait ce matin. À un moment, à 1,6130, on avait des stops. Hein, on les a fait en fin de matinée, en câble. Hein, et on a l'eurodoll qui baissait. Alors, je veux dire, qui suit l'autre, ça on ne sait jamais toujours trop. Toujours est-il que les traders des banques, quand il y a des gros stop-loss sur une paire de données, hein, des stop-loss d'institutionnels, ils vont les chercher. Ils vont chercher les stop-loss des gros, des fonds de pension, des fonds souverains, etc. Donc il suffit qu'il y a tout un tas de traders qui s'excitent d'un seul coup sur le câble, et c'est le câble qui devient leader et qui va vous faire baisser l'eurodoll. Hein. Mais à l'inverse, ça pourrait être l'inverse une autre fois. C'est des stop-loss sur l'eurodoll qui vont vous faire baisser le câble. Hein. Les corrélations, c'est l'un suit l'autre ou l'autre suit l'un. C'est pas toujours, ça dépend des heures de la journée. Hein, ça dépend des heures de la journée et ça dépend où sont les take profits, les stop-loss. Hein. Où est-ce qu'il y a les plus gros ordres dans l'une des deux paires de devises. Mais toujours est-il qu'il y a quand même une certaine corrélation. Donc traiter de l'eurodoll sans regarder ce qui se passe sur le câble, il vous manque une partie de l'information. Hein. Alors, autre chose,
Quand on fait du Forex, il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand vous traitez des paires de devises, vous traitez de l'euro, du dollar, en fait, quand vous achetez de l'euro et que vous vendez du dollar, dans la réalité, en supposant, alors je vais prendre un gros, quand il achète par exemple 10 millions d'euros, enfin moi je vois, quand j'achète 10 millions d'euros, je vends du dollar, j'ai deux solutions. Soit je fais du trading intraday, donc je vais recouper ma position dans la journée. Donc si j'achète l'euro pour 10 millions d'euros, je vends le dollar. Quand je vais recouper, je vais vendre l'euro pour 10 millions d'euros, je vais acheter le dollar. Donc en fait, j'ai acheté 10 millions d'euros, j'ai vendu 10 millions d'euros. Dans mon compte euro, il reste 0. Et dans mon compte dollar, eh bien, il y a un gain, une perte. Vous le savez, quand on traite par exemple 100 000 euros, le PIB, il est en dollars. Le gain ou la perte est en dollars. Et vous, dans votre compte, le courtier, lui, il vous simplifie la donne. Vous avez un compte euro. Il va vous convertir le gain ou la perte que vous faites en euros. Mais en réalité, le gain ou la perte a été fait en dollars. Alors maintenant, je prends un autre cas. Là, je disais, je fais du trading intraday, j'achète 10 millions d'euros, je les revends le soir. Là, j'achète 10 millions d'euros et finalement, je me dis, je vais faire une pause, je vais faire du swing trading, je vais la garder plusieurs jours. Ben, qu'est-ce qui va se passer? En fait, dans 2 jours, puisque quand on traite les devises, le marché au comptant, c'est le spot. Donc, dans 2 jours, en fait, si j'achète l'euro, je vais être livré de 10 millions d'euros dans mon compte euro. Et dans 2 jours, je vais être débité de, si on a un 30, 13 millions de dollars dans mon compte dollars, puisque c'est un marché d'échange. Les gros, il y a un échange physique qui se fait réellement. Ce n'est pas un compte de trading, c'est un vrai échange. Je suis obligé d'ouvrir un compte euro et un compte dollar pour traiter l'euro-dollar, comme je suis obligé d'ouvrir un compte sterling et dollar quand je veux traiter du câble. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis crédité de 10 millions d'euros dans 2 jours et débité de 13 millions de dollars dans 2 jours. Et bien en fait, le trader qui est trader taux d'intérêt à côté de moi va me dire qu'est-ce que tu veux faire de ces euros? Est-ce que tu veux les garder longtemps? En fait, je vais lui dire, écoute, moi j'anticipe de garder ma position 5 jours. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et bien tout de suite, il va placer les euros pendant 5 jours. Et pourquoi il va les placer? Parce que s'il ne les place pas, c'est comme vous, votre compte euro, souvent le fait de laisser l'argent tel quel sur le compte, il est moins rémunéré que si vous achetez une SICAV monétaire. Et pareil, côté dollar, si vous êtes débiteur, vous avez des agios dans votre compte, en général, il vaut mieux négocier un crédit avec sa banque ou prendre un crédit revolving pour recréditer son compte, parce que en fait, si vous laissez votre compte débiteur, les agios vont vous coûter plus cher. Donc pour un professionnel, c'est pareil. Il a des agios et il préfère aller sur le marché interbancaire, emprunter des dollars sur le marché interbancaire, ça va lui coûter moins cher que de subir les agios par la banque. Donc, en fait, lui, mon trader taux d'intérêt, donc il va emprunter les dollars sur le marché interbancaire pendant 5 jours et il va placer les euros sur le marché interbancaire pendant 5 jours. Autrement dit, les taux d'intérêt sont importants. Et là, on le voit, il y a des gens, là je vous ai mis le contrat futur euro-dollar, donc qui est traité à Chicago, sachant que c'est le contrat qui a le plus de volume parmi tous les contrats futurs sur l'euro-dollar. On voit quoi? Donc en bas, vous avez le volume, en haut, vous avez l'eurodoll, donc là c'était en 2011, mais à chaque mois, vous allez avoir exactement le même phénomène. Donc ça, c'est le volume donc, du jeudi, c'est du jeudi, alors 4 février. Comment? Là, vous avez vendredi 5, 6, 7, 8. Bon, je me suis trompé dans les dates. Mais là, c'est le jeudi, donc annonce de la BCE, l'annonce des taux directeurs de la BCE. Le vendredi, donc c'est le taux de chômage américain, les créations d'emplois qui sortent. Donc on voit bien que ce sont 2 market movers. Et vous le savez, vous avez déjà vu que les créations d'emplois aux États-Unis, ça fait énormément bouger l'eurodoll. On le voit, là, il y a une forte baisse. On voit quoi? Que les volumes, ils montent à 90 000 contrats. Là, les volumes, ils montent à 100 000 contrats. Donc, en fait, la BCE annonce donc sa politique de taux directeur. On est sur des barres 30 minutes. Donc là, vous avez un volume sur une barre 30 minutes. Le contrat fait 125 000 euros. 100 000 fois 125 000, ça fait 12,5 milliards. Là, vous avez eu en 30 minutes pour une annonce de taux de la BCE, vous avez 12,5 milliards d'euros qui a été traité.
Sachant que le contrat futur euro-dollar, c'est pas là qu'il y a le plus gros volume, hein, puisque le Forex, c'est du gré à gré, et les gros volumes, c'est sur le Forex. Donc l'ordre de grandeur, enfin les chiffres, c'est les contrats futurs euro-dollar sur le CMI, ça fait à peu près 10% de ce qui est traité sur l'OTC. Donc on peut imaginer que là, vous avez eu 12,5 milliards sur le jour de la BCE en une demi-heure, et en fait, il s'est traité 125 milliards de dollars dans la demi-heure. C'est l'ordre de grandeur, et c'est la réalité. Ce qu'on voit, c'est que, regardez le lundi suivant, le mardi et le mercredi, les volumes sont beaucoup plus faibles. Donc il y a des gens qui attendent soit les créations d'emplois, soit les taux d'intérêt de la BCE et puis de la Fed sur l'euro-dollar pour prendre des décisions, donc des positions à l'achat ou à la vente de l'euro-dollar. Et vous avez des intervenants qui viennent que de temps en temps. Alors qui? Par exemple, les fonds de pension. Les fonds de pension, ils ne font pas du trading intraday, ils arrivent que de temps en temps. Il n'empêche que ils prennent des décisions à ces moments-là. Donc en fait, ignorer les taux directeurs quand vous faites les devises, c'est une grosse erreur. Et ignorer tout ce qui va pouvoir donner une indication sur les taux directeurs, c'est une erreur. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles l'euro-dollar va monter ou va baisser. Alors, je vous montre un autre graphe. Là, j'ai utilisé donc mon Reuters. Avec Reuters, on a l'avantage de faire un petit peu tous les graphes qu'on veut. On peut customiser. Donc en noir, euro-dollar. En rouge, là, j'ai construit une courbe qui est la différence de taux d'intérêt entre les obligations 2 ans d'État, obligations d'État euro 2 ans, et obligations d'État américain 2 ans. Alors l'obligation phare, je dirais benchmark, référence, en zone euro, c'est le CHATS. C'est l'obligation allemande de 2 ans. Et aux États-Unis, c'est le Treasury Notes, 2 years Treasury Notes, donc l'obligation 2 ans d'État américain. Donc là, j'ai fait taux 2 ans euro moins taux de 2 ans dollars. Et on voit sur ce graphe, quand le différentiel de taux entre les deux obligations monte, quand il s'agrandit, donc ça veut dire que le taux euro devient plus fort que le taux dollar, l'euro-dollar monte. Et vice-versa. On voit qu'il y a une corrélation. Bon, alors, des fois, la corrélation elle est moins forte, mais des fois, on voit qu'il y a une corrélation qui tend vers 1. Donc, en fait, quand vous traitez des devises, vous traitez des taux d'intérêt. C'est la première chose qu'il faut se dire. Donc, ça, c'est une preuve. Vous avez une corrélation positive entre le différentiel de taux d'intérêt entre les deux obligations et l'euro-dollar. Quand on regarde le dollar yen, on a exactement la même chose. Là, j'ai pris donc en noir la courbe du dollar yen, en rouge, en fait, le différentiel de taux d'intérêt entre les obligations d'État américaines 2 ans, donc les 2 years Treasury Notes, et les obligations d'État japonaises 2 ans, les JGB, les 2 years JGB. Et donc, on voit quoi? Qu'il y a quand même une corrélation qui est forte. Et elle est même presque plus forte que l'autre. Il y a des moments où ça se décorrèle. Là, je vous les ai entourés en rouge. C'est à des moments, c'est quoi là? À un moment, c'est la Banque centrale japonaise qui était en train d'intervenir. Donc, elle vous achète des dizaines de milliards, et la dernière fois, c'était une centaine, de milliards de dollars yens sans bouger les taux. Évidemment, là, elle vous casse la corrélation. Il n'empêche qu'il y a une corrélation. Donc, ça veut dire qu'il faut anticiper tout ce qui peut faire bouger les taux d'intérêt, va faire bouger la paire de devises. Alors, si on n'a pas trop trouvé, on ne sait pas trop quelle corrélation, dans quel sens, qu'est-ce qu'il y a comme corrélation, en fait, là, il y a le site, le portail Broker Forex. Alors, vous en trouverez sur d'autres sites, je vous conseille d'y aller. Alors, souvent, on va trouver que des corrélations entre devises, on ne va pas forcément trouver des corrélations entre plein d'actifs. Ça, c'est un peu dommage. Mais là, par exemple, Broker Forex, il vous donne les corrélations à 15 minutes. Vous voyez, hourly, vous avez, je crois, une semaine, un mois. Et on voit, par exemple, que le câble, bon, là, c'est l'euro-yen et le câble euro-dollar, malheureusement, on ne le voit pas. Mais si on voit en corrélation horaire, on voit que le câble et l'euro-dollar, c'est 0,67, donc corrélation positive. Et vous voyez, dollar suisse, moins 99,9. Comment? Vous allez voir des corrélations qui bougent dans le temps. Vous voyez, euro-yen, vous avez une belle corrélation. 96.
Je veux dire, c'est une belle corrélation. Hein, donc, au dollar australien, 0,79. Alors, concrètement, une bonne corrélation, c'est au-dessus de 0,7. Hein, c'est au-dessus de 0,7 ou inférieur à moins 0,7. En dessous, c'est un moins bien, quoi. Je veux dire, on peut moins s'y fier. Donc, je veux dire, corrélation de 59, ça commence limite. Et vous voyez, là, pour l'instant, la corrélation argent et euro-dollar, 25, quoi. Donc, voilà. Donc là, c'est un endroit où vous allez sur le site Broker Forex et vous aurez des corrélations donc à regarder. Donc là, une autre, hein, donc on parle des corrélations entre devises. Là, je vous montre la corrélation entre, j'ai pris le contrat S&P 500, donc les actions américaines, j'ai pris le contrat futur S&P 500 donc à Chicago. Donc toujours pareil, en noir l'euro-dollar, en rouge le S&P 500. Hein, donc sur 5 ans à peu près, quoi, on voit que la corrélation, elle se balade de -1, +1, vous voyez, c'est un peu moins évident. Il y a une corrélation entre les actions et l'euro-dollar, mais elle n'est pas toujours vraie. Hein, et donc là, je vous ai entouré des endroits où on voit l'euro-dollar qui monte d'enfer et puis le S&P qui monte pas vraiment. Ou là, après l'inverse, vous avez l'euro-dollar qui baisse et puis le S&P qui montouille. Hein, là, par exemple, ça continue, il continue à montouiller, et puis l'euro-dollar qui baisse. Vous voyez, il y a les corrélations, bon, elle est moins forte. Elle existe, mais elle est moins forte. Quand on regarde, par exemple, plus en détail, là, j'ai mis un graphe en 5 minutes. Donc, il faut tenir compte des... Bon, il faut plus tenir compte quand même des ouvertures, hein, je veux dire, mais parce que le S&P... il décale à cause des ouvertures. Là, il y a un week-end, par exemple, en grisé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, par exemple, là, l'euro-dollar baisse fortement. Le S&P, il baisse un peu, il remonte. Hein. Là, on voit l'euro-dollar qui se fait une baisse vers le bas, un petit dip, quoi. Et puis, le S&P qui monte. Hein. Là, vous voyez, il y a un pic sur l'euro-dollar et le S&P qui baisse. Alors, bon, je dirais, on les regarde à l'ouverture de Wall Street, mais on n'apporte pas une attention super forte. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est vous avez le S&P, par exemple, qui va monter. Il monte pendant les 10 premières minutes, les 20 premières minutes, et puis après, ils sont en train de se calmer. Donc, on fait plus 0,3, plus 0,4, plus 0,5%, et puis ça rebaissote, et puis on arrive à plus 0% de hausse par rapport à la clôture de la veille. Et ce plus 0%, c'est psychologique. Il y a plein de gens qui le voient, qui se mettent à acheter des actions. Et on a le S&P qui se fait un support sur le plus 0. Et puis, qu'est-ce que je vois? Moi, l'euro-dollar qui est en train de se faire un support. Parce qu'il y a des gens qui jouent plus ou moins la corrélation entre le S&P et l'euro-dollar. Alors, je vous dis bien S&P, c'est pas le Dow Jones, hein, c'est le S&P parce que c'est quand même un indice plus large. Et donc, les traders Forex, ils regardent le S&P. Mais la corrélation, elle n'est pas, vous voyez, elle est moins bonne globalement. Hein. Il vaut mieux surveiller des corrélations plus fortes, on va en regarder d'autres, que celle-là, quoi, avant tout, quoi. Alors, autre chose, donc là, on va le voir, l'utilité des corrélations. Je vous en ai déjà dit une, c'est le fait de surveiller sur une autre paire de devises, s'il y a des stops, des take profits, des supports, des résistances. Hein, vous allez aussi le voir en analyse technique, hein, ça va jouer sur la paire que vous allez traiter. Alors, le VIX, qu'est-ce que c'est? On l'entend souvent, c'est l'indice de la peur. En fait, c'est la volatilité implicite des options sur l'indice S&P 500. Hein. Donc, la volatilité implicite, c'est quoi? C'est une valeur qui est inconnue, en fait, qui sert, c'est un des paramètres qui sert à calculer le prix des primes d'options sur le S&P 500. Concrètement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Supposons un mutual fund. En fait, il a dans son portefeuille plein d'actions. Il a quasiment une centaine d'actions du S&P 500. Donc, finalement, il est assez corrélé au S&P 500. Donc, il va surveiller, ou même, je dirais, ça va être même plus fort, c'est que souvent ils sont benchmarkés, ils ont des références, et donc sa référence, c'est le S&P 500, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder ce qu'on appelle son alpha, c'est-à-dire sa surperformance ou sa sous-performance par rapport au S&P 500.
Hein. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Supposons qu'à un moment, il a plein d'actions, donc une centaine dans son portefeuille, et il dit « Wow, là, il y a un truc qui n'est pas beau. » Bon, alors, je dis, enfin, je sais pas, un événement macroéconomique qui se passe, il se dit « Voilà, c'est pas beau, mais bon, à mon avis, c'est passager. Donc, bon, mes actions risquent de baisser. Il faudrait que je me protège, mais bon, ça va être momentané. » Donc, la première possibilité qu'il aurait, c'est de vendre toutes ces actions du S&P 500. Sauf que s'il vend toutes ces actions, en fait, alors il peut le faire, hein, on peut traiter carrément ce qu'on appelle des baskets. Hein, et en fait, il a dans son logiciel, il clique sur vendre et en fait, il vend tout d'un seul coup. Il a cette possibilité-là. Sauf qu'en fait, dans la réalité, il va se taper plein de frais de courtage. Donc lui, il n'a pas envie de se taper plein de frais de courtage. Donc qu'est-ce qu'il peut faire pour se hedger momentanément? Il peut par exemple shorter le S&P 500 futur. Hein, les frais, c'est les frais de courtage d'un seul indice. Il va prendre d'un seul futur, il va prendre en fonction du montant de son portefeuille, il va se hedger, donc il va se rapprocher dans le montant le plus proche, il va faire X contrats, donc il va se rapprocher le plus de la valorisation de son portefeuille. Bon, ce qui l'ennuie, c'est que si ce hedge, ça c'est le problème des hedges, hein, même vous, quand vous hedgez sur une paire de devises, il y a des courtiers qui vous autorisent le hedge, hein, acheter l'eurodoll et le vendre en même temps, sauf que votre position, le hedge, c'est quoi? Votre position de vente d'eurodoll, elle vous protège sur la position d'achat d'eurodoll, mais elles ne sont pas clôturées toutes les deux. Hein. Vous avez deux positions existantes, elles ne sont pas clôturées. L'inconvénient, c'est le cas là qu'il peut avoir le mutual fund, c'est qu'il a acheté toutes ses actions, il se hedge en vendant le futur, et puis manque de bol, c'est que ça baisse, mais après ça remonte, et ça remonte plus que le niveau où il a vendu son futur. Donc finalement, il est gagnant sur ses actions, il est perdant sur son hedge. Il a bloqué un niveau, et puis maintenant, c'est son hedge qui lui fait perdre de l'argent. Alors il dit, c'est un peu bête, moi je préfère utiliser les options. Donc il va acheter des puts, puisque quand on achète un put, hein, en fait, on se protège à la baisse. Hein. Il y a les calls et les puts sur les marchés d'options. Les puts, c'est pour se protéger à la baisse. Donc il va acheter un put sur le S&P 500, et comme ça, il va se hedger. Si ça baisse, il va pouvoir exercer son put. Il va se retrouver vendeur du contrat futur S&P 500. Et si jamais ça monte, il ne va pas exercer son put parce que ce ne sera pas valable. Donc, il ne sera pas vendeur sur S&P 500 et il gagnera sur ses options. Alors, contrepartie, c'est qu'il a acheté une option. En fait, il s'est payé une assurance. Et donc, il a détruit quand même sa rentabilité puisqu'il s'est acheté une assurance alors que finalement, le marché remonte. Donc en fait, il performe moins, mais il s'est assuré sur une forte baisse. Toujours est-il que quand vous vous assurez, en face de vous, il faut un assureur. Et donc là, l'assureur, c'est qui? C'est un autre qui lui vend le put. Lui, il a acheté le put, il y a quelqu'un qui lui vend le put. Et le gars qui vend le put, le courtier qui va vendre le put à l'acheteur du put, il n'est pas fou. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le mutual fund, pourquoi il se protège? Parce qu'il sent que ça va péter à la baisse. Et le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à le sentir. Il y a plein de gens qui, d'un seul coup, veulent se protéger à la baisse, qui veulent acheter des puts. De l'autre côté, le courtier, il se dit, voilà, évidemment, je vois la crise grecque, machin, ça va se casser la gueule, la Grèce va sortir de l'euro, ça va se casser la gueule, donc tout le monde va vouloir acheter des puts. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vends mon put, je monte mes prix. Hein. Donc, un des paramètres, je vous dis, pour le calcul d'une prime, c'est la volatilité. Le vendeur du put, lui, se dit, ça va se casser la gueule super fort. Donc, en clair, concrètement, la volatilité que je mets dans le prix de ma prime, il faut que je la monte parce que ça va être beaucoup plus volatile, parce que finalement, la Grèce va sortir de la zone euro, et donc ça va péter, parce qu'après, on va se dire auquel autre pays va sortir, etc. Est-ce que l'Espagne va sortir, etc. Est-ce que c'est la mort de l'euro? Donc, du coup, la vol, elle explose. Donc, vous allez sur le CBOE, hein, donc les options, c'est sur le Chicago Board Option Exchange, donc à Chicago. Hein, c'est là où sont traitées toutes les options sur futur, notamment les options sur S&P 500. Donc là, vous allez sur le site, c'est en live. Vous pouvez, donc là, j'ai pris hier. Hein, en fait, j'ai pris l'indice VIX, vous l'avez en temps réel. Hein, et vous avez sa valeur. Donc là, c'est en pourcentage, 20%. Donc 20%.
Le trader, donc c'est des options échéance. Donc il faut voir les contrats d'échéance. Normalement, c'est les options échéance 1 mois. Et donc en fait, d'ici 1 mois, il anticipe une volatilité du S&P 500 de 20% annualisé. Hein. C'est un pourcentage annualisé, donc sur 1 mois. Hein. Donc globalement, il anticipe une hausse ou une baisse. Alors en pratique, on va voir que quand la vol, elle explose, très souvent, c'est la baisse. Hein, parce que les mutual funds, quand ça va monter, ils ne vont pas se hedger, ils sont longs. Ils sont tous achetés. Un mutual fund, en général, il achète des actions. Il ne les vend pas. Il commence par les acheter. Hein. Donc, il est plus naturellement long que short d'actions. Hein, okay, c'est plus les hedge funds qui vont être short d'actions. Les mutual funds, eux, ils sont longs d'actions. Donc, en fait, lui, il va utiliser le mutual fund, il va utiliser les options que pour la baisse, donc que pour les puts. Et les mutual funds, ils sont beaucoup plus gros que les hedge funds. En taille, ils sont environ, ils sont 10 fois plus gros. Hein. En actifs sous gestion, les mutual funds sont 10 fois plus gros que les hedge funds. Donc, d'un seul coup, vous allez avoir une demande d'achat de puts énorme, énorme. Le trader en face, donc le trader option sur le CBOE qui fait les put options, qui les vend, lui va exploser le prix de sa prime, donc il va exploser le paramètre volatilité dans le prix de sa prime, ça va exploser. Donc en clair, quand le VIX explose, je dirais 90 fois sur 10, sur 100, c'est le S&P qui se casse la figure. Hein. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'indice de la peur. Alors si on regarde les graphes, là je vous ai mis le S&P 500 et le VIX, justement. Donc en noir, c'est le S&P 500, et puis en rouge, c'est le VIX. On voit bien faillite de Lehman, donc en septembre 2008. Le VIX, il explose, il monte à 80, je sais plus combien, 83%, alors qu'avant, il se trimballait à 20%. Hein, donc en fait, les gars, ils voient une volatilité 4 fois plus forte. En fait, ils ont monté, en simplifiant, ils ont plus que doublé le prix de la prime. Ils ont simplifiant, on pourrait dire qu'ils l'ont monté 4 fois, le prix de la prime, ce qui n'est pas forcément vrai, mais ils ont fortement monté le prix de leur prime, les vendeurs d'options, parce que lui, il va toucher que sa prime, il ne veut pas se faire déchirer. Hein, donc, c'est comme vous, hein, vous assurez votre voiture. Si vous allez faire un accident, l'assureur, il voit que vous avez 9 chances sur 10 de faire un accident, la prime qu'il va vous vendre d'assurance, elle est super élevée. Donc, en fait, donc le S&P se casse la gueule, le VIX explose, hein, et on voit à l'inverse, quand les actions remontent, donc en janvier 2009, ça remonte, le S&P 500 remonte, le VIX baisse. Mars 2010, pouf, allez, septembre 2009, vous vous rappelez, octobre 2009, c'est la crise grecque qui commence, donc avec le PASOK qui est élu en Grèce et puis qui découvre que le gouvernement de droite comment a donc truqué les comptes, hein, avec un déficit qui explose. Donc en fait, en mars 2010, on se retrouve avec une baisse très forte de l'euro et puis du S&P, puisque les Américains regardent la crise euro. Et donc, on a le VIX qui explose. Rebelote, septembre 2011, la crise grecque revient aux esprits. Vous avez le S&P 500, pas le S&P, le VIX, pardon, le S&P 500 qui baisse et le VIX qui explose. Donc, on voit bien que la corrélation, elle est de -1 et qu'elle tend souvent vers -1. On voit aussi ce que je vous disais, c'est que en général, quand ça explose, ça tend vers -1. Regardez, là, ça tend vers -1. Ici, ça tend, la corrélation est de plus en plus forte, plus il y a un phénomène de tension sur le marché. Donc le VIX, c'est un indicateur de crise. Maintenant, je vous mets le VIX et l'euro-dollar. Hein. Donc l'euro-dollar toujours en noir. La corrélation en bas sur 21 jours. On voit que c'est quand même moins évident. Mais qu'on a tendance tout souvent à être en corrélation inverse. Hein, qu'on est souvent en dessous de la ligne de 0, on se trimballe entre -1 et 0 le plus souvent. Et donc ça veut dire quoi? Quand l'eurodoll monte, hein, donc le VIX baisse, donc quand la peur diminue, l'euro a tendance à monter. Quand la peur explose, en 2009, donc en mars 2010 exactement, on a l'eurodoll qui se casse la figure. Hein, quand ça explose en septembre 2011, quand l'effet de crise augmente, on a l'eurodoll qui baisse. Hein, donc, c'est la première chose à se rappeler, c'est que si vous voyez le VIX qui monte, vous avez l'eurodoll qui baisse,
Et si vous avez le VIX qui baisse, vous allez avoir l'eurodoll qui va monter. Hein. Donc, phénomène de crise. Alors, si on regarde l'euro-yen et le VIX, eh ben, en fait, on a à peu près, on a aussi une corrélation qui se trimballe entre 0 et -1. Hein. Donc, là, je vous montre à des endroits où il y a en rouge, c'est des endroits où c'est pas forcément bien corrélé. Vous voyez, le VIX qui explose, bon, bah, qui zigzague, et puis on a l'euro-yen qui baisse. Mais toujours est-il qu'on voit qu'il y a quand même une corrélation qui tend vers entre 0 et -1. Hein. Donc, si vous avez l'euro-yen qui baisse, vous allez vous dire, eh ben, peut-être qu'il y a une crise. Hein. Peut-être que si l'euro-yen monte, bah tiens, finalement, ça va peut-être bien au niveau mondial. Hein. Sans regarder le VIX, vous pouvez avoir cette idée. Déjà, il y a autre chose, c'est que bah, le VIX, c'est coté de 9h30, 16h, enfin 15h30, 22h Paris, je dirais. Donc, je veux dire, le problème, c'est qu'entre 22h la nuit et 15h30, bah, c'est pas coté, alors que l'euro-yen, il est coté. Donc, vous avez un indicateur plus ou moins de crise, je dirais, qui est l'euro-yen. Alors, autre paire de devises, dollar australien. Alors, pour simplifier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dessiné l'inverse. Hein. J'ai fait 1 sur le dollar australien. Donc, en fait, là, vous voyez l'USD AUD et le VIX. On voit quoi? Donc, je vous ai fait le graphe sur 5 ans aussi. On voit que bah, faillite de Lehman, bah, le VIX explose. Donc, l'inverse de la paire explose à la hausse. Mais en réalité, c'est à la baisse. Hein. Donc, l'AUD-USD explose à la baisse. On voit que la corrélation, bah, je veux dire, quand même, on la voit, quoi. Je veux dire, on voit que déjà la corrélation -1, elle est plus forte qu'avec l'euro-yen. Donc, comme indicateur de crise, le dollar australien est meilleur que l'euro-yen. En grisé, je vous ai mis avant la faillite de Lehman. Pourquoi? Bah, on le voit, vous voyez que ça zigzaguait et que c'était moins clair. Donc, comme je vous disais, les corrélations se tendent en période de crise. Et là, ça, c'est une belle preuve, celui-là. Toujours est-il que la paire donc AUD-USD vous sert vraiment d'indicateur et qu'elle est cotée 24 heures sur 24. Et c'est une paire qui a un volume assez important, hein, même si c'est moins important que le volume sur l'euro-yen. C'est une paire qui a un volume assez important, donc elle va vous servir d'indicateur de crise. Hein. Donc, première chose à dire, c'est que donc je l'ai inversé. Donc, ça veut dire quoi? Le VIX va exploser en cas de crise, il va exploser à la hausse. Donc le dollar australien, l'AUD-USD oscillole, comme on dit, va baisser, et l'euro-yen va baisser. Et à l'inverse, quand ça va bien, on a l'oscillole qui monte, l'euro-yen qui monte, et le VIX qui baisse. Ok? En fait, vous n'avez pas besoin de regarder le VIX. Autre paire de devises, j'ai pris dollar ZAR. Le ZAR, c'est le rand sud-africain. Donc là, on rentre dans des devises qui commencent à être plus risquées géopolitiquement, plus sensibles, etc. Où en fait, les investisseurs, ben, ils vont, ce qu'on fait des FDI, donc des flux d'investissement étrangers, quand ça va bien, ils vont essayer d'investir donc en Afrique du Sud, et dès que ça va mal, ils vont retirer leurs billes. Donc c'est des paires, bon, je dirais le rand sud-africain, par exemple la lire turque, le forint hongrois, le zloty polonais, etc. C'est des pays qui sont plus risqués. Et donc les gens, dès que ça va bien, ils vont affluer parce qu'ils vont chercher des rendements meilleurs. Et dès que ça va mal, ils vont se dégager, ils vont vendre tout ce qu'ils ont et ils vont retirer toutes leurs billes et ils vont acheter du dollar. En clair, donc la paire dollar-ZAR, quand ça se passe bien, elle baisse. Hein, les gens achètent du rand sud-africain. Et quand ça se passe mal, elle explose à la hausse. Et donc là, on le voit, hein, toujours en rouge, le VIX. En noir, vous avez donc le dollar ZAR. On voit que ça colle encore plus fort et qu'il y a une corrélation là qui est positive. Toujours pareil, avant septembre 2008, donc la crise a vraiment pris son ampleur. Quand on a vu Lehman centenaire, on ne pensait pas qu'une banque d'affaires comme ça allait faire faillite. Eh bien, regardez, avant, la corrélation était moins forte, et puis du coup, elle s'est tendue, et elle est plus souvent maintenant vers le haut. Elle est plus souvent entre le 0 et plus 1. Donc, si vous regardez le dollar ZAR, vous avez un indicateur de crise. Hein. Donc, si le dollar ZAR baisse, ça veut dire que ça va bien.
Donc ça veut dire que vous allez avoir le dollar australien qui risque de monter, l'euro-yen qui risque de monter, l'euro-dollar qui risque de monter. Si vous avez le dollar ZAR qui explose à la hausse, parce qu'il explose, hein, je veux dire, là, vous voyez, on ne bouge pas vraiment, puis d'un seul coup, on explose. Hein. Ici, par exemple, là, on se trimballe entre 6,5, 7 machin, puis d'un seul coup, 8, 8,5. Hein, donc, ça fait une variation de plus de 10% d'un seul coup. C'est monstrueux quand même, hein, sur une paire de devises. Et ben, en fait, donc s'il explose à la hausse, ça veut dire que vous allez voir le dollar australien qui va baisser, vous allez voir l'euro-yen qui va baisser, le câble qui va baisser, l'euro-dollar qui va baisser. Alors, encore une autre corrélation qui est moins évidente, l'euro-dollar et le yuan chinois. Alors là, je vous ai mis exactement les NDF, hein, les Non-Deliverable Forward, les cours à terme non délivrables. En fait, le yuan, ben, vous savez, il y a un contrôle d'échange complet, c'est-à-dire que vous pouvez acheter autant de yuan que vous voulez, mais après, si vous voulez vous revendre vos yuan et acheter par exemple de l'euro, eh ben, c'est fini, vous ne pourrez pas. Hein. En fait, les Chinois, ils veulent bien que vous investissiez dans leur pays, mais ils ne veulent pas que vous en ressortiez. Hein. Donc, il y a un contrôle d'échange complet. En fait, il n'y a pas un bid et un ask. Hein. Il y a juste un ask. Hein. Vous achetez, non, il y a juste un bid, pardon, left hand side. Vous vendez l'euro, vous achetez le yuan, c'est tout. Enfin, vous vendez le dollar, vous achetez le yuan. Donc, ça, c'est le premier problème. Je vous ai mis, donc en fait, alors les NDF, c'est quoi? C'est donc des cours à terme non délivrables. Hein, parce que, bon, sous certaines conditions, une entreprise, vous prenez par exemple Carrefour, ils ont des magasins en Chine, bah, EDF aussi, hein, ils ont des centrales en Chine, donc ils ont du yuan chinois, ils ont des revenus en yuan chinois. Donc en fait, si le gouvernement chinois laisse pas un peu ces entreprises rapatrier ne serait-ce que les dividendes de leur travail, et bien en fait, ils vont attirer personne. Donc ils sont obligés de faire une certaine perméabilité, d'accepter une certaine vente de yuan. Hein. Mais toujours est-il que c'est limité. Hein. C'est-à-dire que si Carrefour d'un seul coup il veut vendre tout son magasin, il va avoir des problèmes, ça ne va pas se faire comme ça. Donc en fait, n'empêche que la valeur du magasin en yuan chinois de Carrefour, elle varie, hein, suivant la paire dollar-yuan. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, et même exactement euro-yuan, hein, puisque Carrefour c'est en zone euro. Donc la société va se hedger, va utiliser des NDF, hein, donc des cours à terme non délivrables. Non délivrables, ça veut dire quoi? Eh bien, un vrai cours à terme, hein, donc si moi par exemple j'achète l'euro-dollar, le cours comptant c'est livraison 2 jours, ce que vous traitez, règlement livraison 2 jours. Le cours à terme, par exemple, ça va être livraison dans 1 an. Hein. C'est règlement livraison dans 1 an. On décale le règlement et la livraison. Et il y a vraiment une livraison. Donc là, par exemple, Carrefour, qu'est-ce qu'il ferait? S'il veut se hedger, eh ben, ses magasins sont en yuan, donc il faut qu'il vende le yuan, achète l'euro à terme. Donc par exemple, il se dit, moi, dans 1 an, je vais vendre le magasin Carrefour que j'ai à Pékin. Mon risque, c'est la baisse du yuan et la hausse donc de l'euro, de la paire euro-yuan. Donc en fait, je fais un achat à terme d'euro-yuan, échéance 1 an. Mais comme je vous dis, il y a un contrôle d'échange qui est fait par la People's Bank of China. Hein, donc en fait, la Banque centrale va empêcher, je dirais, le change physique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser les NDF. Donc, en fait, c'est de l'OTC, ils vont trouver une banque qui va vendre l'euro-yuan en NDF à Carrefour, qui lui achète l'euro-yuan en NDF. Et la différence, hein, puisque le cours à terme, soit l'euro-yuan a monté, soit elle a baissé, la différence va être payée ou reçue par Carrefour, mais en euros, et non pas en yuan. La livraison va se faire dans la devise qui est échangeable, l'euro ou par exemple le dollar-yuan, le dollar, mais pas le yuan. Donc là, je vous ai mis le dollar-yuan en rouge, en NDF, et l'euro-dollar en noir. On voit quoi? Qu'il y a une corrélation inverse. Hein. La corrélation que vous voyez en dessous, entre 0 et moins 1, c'est celle de l'euro-dollar et le dollar-yuan. Dollar-yuan, hein, j'ai pris NDF, on voit que ça tend vers moins 1. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Si
va mal, je vous dis par exemple l'euro a tendance à baisser, ça veut dire que le dollar yuan va avoir tendance à monter. Et si ça va bien, l'euro-dollar va avoir tendance à monter, le dollar yuan va avoir tendance à baisser. Alors, le NDF, j'ai bien conscience que vous n'allez pas le trouver. C'est une cotation d'actifs donc réservée aux professionnels. On ne le trouve pas sur les plateformes. Par contre, ce qu'on va trouver partout, par exemple, tous les matins, vous allez avoir, je crois que c'est 9 heures du matin, vous avez les fixings de la People's Bank of China, c'est-à-dire le cours de change officiel en dollars yuan, donc agréé, je dirais, par la Banque centrale chinoise. Hein. Donc, je vous l'ai mis en vert. Là, c'est le cours que vous voyez en vert. On voit quoi sur le cours? Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait apprécier sa monnaie. Donc, vous avez le dollar yuan qui monte. Quand ça va bien, d'un seul coup, vous avez l'Iman, hein, l'Iman septembre 2008, c'est par là. Donc, l'eurodoll baisse, hein, puisque la crise prend toute son ampleur à ce moment-là. Et bien, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête son appréciation. Après, ça va mieux, hein, donc vers juillet 2008, et ben, elle recommence son appréciation. Et si ça va mal, et ben, donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous faire une ligne droite. Donc, en fait, si tous les matins, vous regardez le cours du dollar yuan et vous voyez qu'il est plus bas que le cours de la veille, eh ben, ça veut dire que vous savez que la Banque centrale chinoise, elle, de tout ce qui s'est passé en Asie, de tout ce qui s'est passé la veille au soir aux US et en Europe, ça ne l'a pas inquiété et qu'elle a laissé sa monnaie s'apprécier progressivement. Pourquoi? Parce qu'elle veut ajuster son change, hein, puisque vous le savez tous, les Américains gueulent contre les Chinois parce qu'ils disent que ben, ils ont tout favorisé pour avoir une monnaie artificiellement trop basse. Hein, et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle corrige petit à petit la valeur de sa monnaie au rythme qu'elle a envie. On le voit, hein, la courbe verte, c'est pas une courbe normale, hein, c'est pas une courbe de marché. On voit bien ce qu'a fait l'eurodoll en même temps. Donc, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Elle le fait apprécier quand ça va bien. Et quand ça va mal, vous allez avoir une ligne droite. Donc, quand vous entendez que le cours du fixing de la yuan, eh ben, il est plus haut, attention, quoi. Ça veut dire que il y a eu un facteur qui fait qu'elle n'a pas laissé son yuan s'apprécier, parce que théoriquement, si ça va bien, le dollar yuan devrait être plus bas le lendemain. Hein. Donc, vous avez un petit indicateur là de crise aussi à surveiller, quoi. Alors, maintenant, eurodoll pétrole. Hein, ben, on le voit, il y a une corrélation eurodoll pétrole, elle est relativement forte. Hein, souvent, elle va être plus forte en période de tension. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez le pétrole qui monte à ses extrêmes, hein, ici, vous voyez, là, le pétrole, il est monté à ses extrêmes, donc c'était en juillet 2008. Hein, en juillet 2008, on était donc à 143 $ le baril de pétrole. Ben, vous voyez que la corrélation en bas, elle tend vers plus 1. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais. Un extrême, c'est quoi? Ben, c'est un record historique. Vous êtes un record historique à la hausse, un record historique à la baisse. Vous allez avoir la corrélation qui se tend en valeur absolue vers le plus 1. Hein. Et donc, vers 1 quoi, en valeur absolue. Donc, là, moi, je me rappelle, en juillet 2008, vous aviez le baril de pétrole qui montait de 1 cent et vous aviez l'eurodoll qui montait de 1 pip, enfin qui montait, et puis vous aviez le baril de pétrole qui baissait de 1 cent et vous aviez l'eurodoll qui baissait tout de suite. En fait, les gens avaient les yeux rivés sur la valeur du baril de pétrole. Hein. Donc une corrélation, je vous dis, à des moments extrêmes, elle se tend. Alors, bon, pour l'anecdote, moi quand j'étais stagiaire, il y a un bon moment, hein, j'étais à New York, j'étais au CCF New York, je suivais un trader arbitragiste, donc il faisait dollar mark, en fait il faisait de l'arbitrage mark-yen, hein, donc en fait il faisait dollar mark, dollar yen, mark-yen, hein, le Deutsche Mark. Et qu'est-ce qui se passe? On était en août 98, et lui, août 98, je ne sais pas si vous vous rappelez, crise asiatique. Donc d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Crise mondiale, les actions, le VIX explose, le Dow Jones, le S&P 500 se casse la gueule. Qu'est-ce que je vois? Je vois mon trader, qu'est-ce qu'il fait? En haut à droite, il se fout, il avait mis le Dow Jones en haut à droite de son écran. Donc en fait, là, la corrélation, elle est en train de naître, hein, puisque d'un seul coup, il est en train de surveiller un actif qu'il ne surveillait pas avant.
Donc la corrélation naît. Donc actuellement, si on faisait un parallèle maintenant, tous les traders de devises regardent toutes les adjudications qui tombent donc de tous les pays comment de la zone euro, et puis notamment Italie, Espagne, Allemagne, France. Donc si vous ne regardez pas les émissions obligataires qui vont tomber dans les jours à venir, eh ben, il y a un truc que vous manquez, quoi. Puisque en fait, tous les gros sont en train de les regarder. Donc d'un seul coup, vous avez l'eurodoll qui monte ou qui baisse parce qu'il y a une adjudication qui se passe bien ou mal. Hein, et donc là, la corrélation, elle existe puisque tous les traders regardent. Et puis plus tard, en espérant que la zone euro, ça se calme, eh ben, d'un seul coup, les adjudications, ils vont plus les regarder. Ils vont moins les regarder. Je vous rappelle quand même ce que je vous ai dit au début, c'est que quand vous traitez les devises, vous traitez des taux d'intérêt. Hein, donc quand même, ça va jouer. Et là, c'est une preuve encore plus forte, hein, puisqu'ils sont en train de regarder toutes les adjudications. Hein. Alors, là, j'ai pris un petit extrait. Donc, l'avantage des corrélations, c'est que finalement, déjà, vous allez pouvoir, vous voyez un mouvement qui se passe, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que finalement ça va bien mondialement? Enfin, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on est en période, je dirais, d'euphorie ou est-ce qu'on est en période de crise? En fait, quand vous allez voir, par exemple, l'eurodoll baisser, il faut tout de suite aller regarder les autres paires de devises et puis se dire, est-ce que le phénomène il est local ou est-ce qu'il est mondial? Hein, en fait, on regarde, là je vous donne un exemple. Alors je vous l'ai dit, en cas de crise, qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai dit, le VIX explose, l'eurodoll baisse, l'euro-yen il baisse encore plus. Hein. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez avoir une corrélation, donc là, ça serait qui tend vers 1, c'est le cas. Hein. On peut avoir une corrélation de 1, ça ne veut pas dire l'eurodoll monte de 1%, l'euro-yen monte de 1. Non, ça veut dire que vous avez une droite qui est, vous avez un nuage de points qui est très proche d'une droite. Hein. La corrélation de 1, ça veut dire que vous êtes quasiment, les points sont quasiment sur une droite. C'est ça que ça veut dire. Sauf que je vous disais, la droite, c'est une droite affine, elle a un coefficient A. Donc vous pouvez très bien avoir l'eurodoll qui monte de 1% et l'euro-yen qui monte de 2. Si le coefficient est de 2, hein, c'est Y égale 2X plus, comme l'euro-yen c'est coté aux alentours de 100, et comment vous allez avoir plus 100 quoi. Hein, 103, vous allez avoir plus 100. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir deux paires qui sont corrélées fortement à plus 1 et qui n'ont pas du tout la même volatilité. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Hein. Donc là, je vous disais, la crise, le VIX monte, l'eurodoll baisse, l'euro-yen baisse encore plus fort. L'euro sterling, je vous mets un point d'interrogation. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un cross. Et donc en fait, l'euro sterling, indirectement, dès que les volumes sont gros, les traders ils vont faire euro-dollar et câble, GBP USD. Donc, je vous l'ai dit, l'eurodoll et le câble sont corrélés. Hein. Il y a une corrélation qui est relativement forte, hein, qui est souvent de 0,6, qui n'est pas de 0,7, mais qui est relativement forte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir l'eurodoll qui va baisser, câble qui va baisser. Lequel va l'emporter? Si les deux baissent à la même vitesse, vous avez l'euro sterling qui ne bouge pas. Et puis, s'il y en a un qui baisse plus vite que l'autre, parce qu'il y en a un qui tape des stops avant, soit vous avez l'euro sterling qui monte, soit il baisse. Alors, en fait, dans la réalité, bon, ça va être plutôt une tendance à la baisse, mais finalement, c'est moins évident. Vous pouvez très bien voir les deux qui baissent, l'eurodoll et CAP qui baissent, et l'euro sterling qui monte. Dollar suisse, je vous l'ai dit, corrélation inverse qui est très forte. Donc, l'eurodoll baisse, le dollar suisse monte. Et comme je vous disais, la corrélation est de moins 1, mais en général, la volatilité du dollar suisse est plus forte. Donc, en fait, le dollar suisse va bouger plus. Câble, on l'a dit. Euro suisse, là, il y a un floor, mais n'empêche que vous allez avoir une pression baissière quoi. Sur l'euro suisse, vous allez avoir une pression. Hein, vous savez très bien, si ça va mal, crise mondiale, tous les gars veulent acheter du franc suisse, et tous les gars, en tout cas, là, la cause, c'est l'euro, donc c'est la zone euro, donc tout le monde veut vendre de l'euro, et on vend l'euro contre tout et n'importe quoi, euro-doll, euro-sterling, euro-AUD, euro-UF, vous voyez, tout ce que vous voulez, euro-zloty, etc. Et donc, en fait, il y a une pression globale, l'euro il est vendu partout, donc l'euro suisse, il y a une pression super baissière. Donc,
comme il y a la BNS, c'est scotché aux alentours de 1,20, mais il y a quand même une super pression baissière. Okay, dollar-yen, ben là, c'est pareil, vous êtes corrélé positivement avec l'eurodoll. Dollar-yen, il y a des débouclements de carry trade dès que ça va mal, hein, puisque les positions de carry trade, c'est des positions risquées. Donc, euro-yen baisse, dollar-yen baisse. Okay, donc, sterling-yen, c'est pareil. Hein, AUD-yen, c'est pareil. Suisse-yen, c'est pareil. Hein, tout le monde veut acheter du franc suisse. Tout le monde veut se dégager des positions yen. Enfin, ils veulent acheter du... non, je dis n'importe quoi. Ils veulent acheter du suisse et ils veulent acheter du yen. Mais finalement, le plus risqué, c'est le yen. Donc, en fait, ce qui l'emporte, eh ben, c'est le yen. Hein, puisque, en fait, c'est des histoires de vitesse corrélative. Vitesse relative, pardon. Il y en a un qui est acheté beaucoup plus fort que l'autre, donc c'est lui qui l'emporte, c'est le yen qui est acheté plus fort que le suisse, donc le suisse yen va baisser. Hein. Le sterling yen va baisser, puisque là le sterling est vendu, le yen est acheté. Sterling suisse, là c'est pareil, tout le monde veut acheter le suisse, tout le monde veut vendre le sterling. Hein. Donc en fait, sterling suisse baisse. Bon, les actions baissent, je ne l'ai pas mis. Le euro NZD, pareil, je vous mets une point d'interrogation, puisque en fait, c'est un cross. Donc en fait, les gens vont passer sur euro dollar et NZD, donc kiwi contre dollar américain, kiwi doll. Donc lequel va l'emporter dans les deux paires, euro-doll et puis NZD-USD, c'est moins évident. Ça, c'est le problème des crosses. Je vous conseille pour surveiller, donc je vous dis, on surveille si donc il y a une crise, si on est en période de crise ou d'euphorie. Vous ouvrez un compte, par exemple, chez NetDania. Alors, NetDania, ce n'est pas un courtier. Hein. NetDania, c'est un fournisseur de flux. Donc, vous pouvez ouvrir, vous allez sur netdania.com, vous ouvrez un compte. Et l'avantage, c'est que vous allez voir des devises que vous ne traiterez pas chez des courtiers. Hein. Donc, vous allez surveiller des devises qui sont sensibles aux crises, notamment. Hein. Alors, en fait, là, je vous ai remis les mêmes flèches en cas de crise. Hein. Quelle paire de devises monte ou baisse? Donc, on ne va pas toutes les refaire, mais par exemple, le won coréen, USD, KRW, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une crise? Tout le monde vend le won coréen, tout le monde achète le dollar. Okay, donc, le won coréen monte. SGD, dollar de Singapour, tout le monde vend le dollar de Singapour, tout le monde achète le dollar américain. Okay, après, pareil, roupie indienne, le USD, le dollar roupie monte. Ringgit malaisien, le dollar ringgit, il monte, etc. Hein, donc, si vous voyez ces quatre paires de devises qui montent, attention, c'est qu'il y a une crise. Et donc, eux, c'est des beaux indicateurs le matin. Hein. Le matin, vous voyez ce qui s'est passé la nuit. Si vous voyez que ces paires sont en train de monter, vous allez voir de l'autre côté l'eurodoll qui a déjà baissé. Hein. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on est en période de crise, de risk-off, comme on est en train de dire. Hein. Vous allez avoir le rouble, USD rouble, tout le monde veut se dégager des actifs russes, donc le dollar rouble qui monte, l'euro rouble qui monte. Hein. Voilà, donc si on ne va pas tous les refaire, vous avez le Suisse UF. Alors le UF, c'est le forint hongrois. Donc entre la Suisse et la Hongrie, vous doutez bien que les gens ont plus confiance dans la Suisse que dans la Hongrie. Hein. Donc tout le monde achète du franc suisse et tout le monde achète du UF. Donc le Suisse UF, il explose. Euro UF, s'il y a une crise, je vous ai dit, l'eurodoll baisse. L'euro est vendu contre toute devise, donc l'euro baisse, et puis le UF, le forint hongrois, est vendu contre toute devise. Mais comme entre la Hongrie et la zone euro, les gens ont plus quand même confiance dans la zone euro que la Hongrie, le UF est beaucoup plus vendu que l'euro. Donc vous avez l'euro UF qui monte. Hein. L'euro baisse, le UF baisse, mais le UF baisse beaucoup plus vite que l'euro. L'euro UF monte. Dollar, on l'a dit, il explose à la hausse. Pétrole, si on prend le pétrole, donc là je vous fais une petite remarque, quand il y a un phénomène de crise, il faut toujours savoir pourquoi il y a une crise. Les crises sont toutes différentes, hein, elles ont tout un motif différent. Donc le pétrole, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut monter ou peut baisser. Alors exemple, vous avez une crise mondiale, qu'est-ce qui se passe? C'est une récession mondiale, le pétrole il va baisser. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il n'y aura pas de demande. Donc globalement, le WTI, West Texas Intermediate, lui, il va baisser. À l'inverse, je dirais,
par exemple, on entend que finalement Israël est en train de balancer des missiles sur l'Iran. Donc là, c'est guerre. Donc avec les jeux de relations américains, chinois, russes, machin, on se dit ça y est, hop, c'est troisième guerre mondiale. Donc là, c'est l'inverse. Hein. C'est le pétrole qui explose à la hausse. Donc en fait, il faut faire attention dans les corrélations. Une corrélation suivant le motif, je dirais, de la crise, elle peut complètement s'inverser. Donc, mais ça se devine. Hein. Je veux dire, vous voyez, vous pouvez le deviner. Hein. Alors, autre avantage des corrélations. Donc là, je vous ai mis des graphes 5 minutes, mais en fait, des graphes 15 minutes, ils suffisent largement. Là, je vous ai pris le 11 avril. Moi, qu'est-ce que je vois? 6h46 du matin. Donc, j'ai mis euro-doll, euro-yen, dollar suisse, dollar australien, le câble, sterling-yen, dollar-yen, sterling-suisse. OK? Donc, qu'est-ce que je vois d'un seul coup? Ben, je vois une barre, hop, on a le dollar-yen qui explose à la hausse, on a le sterling-yen qui explose à la hausse, on a l'euro-yen qui explose à la hausse. Par contre, dans les zones jaunes, vous voyez, les autres paires de devises, ça ne bouge pas, pas vraiment. Donc, qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas un phénomène mondial, hein, puisque je vois, normalement, si j'ai le dollar-yen qui explose à la hausse, je devrais avoir l'euro-dollar qui monte, le dollar suisse qui baisse, le CAC qui monte, et puis le dollar australien qui monte, et le sterling suisse qui monte. Or, eux, ils ne bougent pas vraiment. Donc, première constatation, le phénomène n'est pas mondial. Qu'est-ce que je vois dans les autres paires de devises? Les trois, il y a le yen. C'est un phénomène yen. Donc, moi, je me dis dans ma pause, euro-dollar, si j'ai une position, par exemple, supposons que j'étais short juste avant, je vois le dollar yen qui monte, hein, parce qu'au début, ça a monté, après, ça a rebaissé. Hein, le cours de clôture, il est là. Cours d'ouverture, il est là. Mais en fait, enfin non, c'est l'inverse. Ouverture est là, clôture est là. Mais ce que je veux dire, quand on était là-haut, hein, quand la bougie elle était en train de se former, qu'on est en haut, moi, si je suis short euro-dollar, je suis en train de me dire, mais attends, j'ai l'euro-yen qui monte, le dollar-yen qui monte, oula, ça se trouve, je vais me faire déchirer, je suis vendeur, j'ai mon stop qui est un peu plus haut, qu'est-ce que je fais? Et bien là, d'un seul coup, vous voyez que vous avez que les paires contre yen qui bougent et que les autres ne bougent pas, vous restez zen. Vous êtes en train de vous dire, c'est un phénomène, apparemment, qui est yen. Enfin, c'est même sûr, vous le voyez. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de chercher. 3 minutes après, dans les news, on a une news qui vous dit que, en fait, il y avait, donc là, je vous l'ai traduit en dessous, une réaction intéressante concernant une nouvelle qui est tombée, qui mentionne que la Banque centrale japonaise envisagerait d'assouplir sa politique monétaire lors de son prochain conseil le 27 avril prochain. Donc, il y a une news qui est tombée. Hein, donc là, c'était en haut, c'est une source de Reuters. Donc, d'un seul coup, c'est sûr, si elle assouplit sa politique, ça veut dire quoi, assouplir? Alors, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Elle achète des obligations japonaises, hein, puisque la BOJ n'est pas comme la BCE, elle a le droit d'acheter directement des obligations japonaises, elle peut même acheter des ETF. Hein, donc, eux, ils peuvent aller directement sur le marché à acheter, ils ne sont pas obligés de passer par les banques commerciales comme le fait la BCE. Et donc, en fait, on avait cette nouvelle donc, qui était purement japonaise. Donc, si vous étiez short euro-dollar, là, vous affolez pas. Donc, corrélation, avantage que vous avez, c'est vous pouvez voir si le phénomène est mondial ou s'il est local. Donc, ça peut vous permettre de vous dire, s'il est mondial, ça monte, vous voyez toutes les paires de devises qui bougent dans les bons sens, etc. Vous êtes short euro-dollar, il faut se couper. C'est pas la peine d'attendre le stop loss, c'est que vous n'êtes pas dans le bon sens. Il y a un phénomène qui est en train de se passer, tout le monde devient positif, donc l'euro-dollar va finir par monter. Donc vous allez vous faire dégager. Si au contraire, vous voyez que le phénomène, vous voyez l'euro-yen qui monte, etc., le dollar-yen et le sterling-yen, vous comprenez que c'est un phénomène local, donc du coup, vous gardez votre stop loss, vous gardez votre position. Hein. Donc l'avantage, c'est que ça va soit vous donner un setup, je veux dire, vous allez voir si les conditions sont favorables, restent favorables à votre position, ou si elles deviennent défavorables, vous allez avoir des infos comme ça. Donc, NetDania, avantage, c'est que vous pouvez vous amuser à faire des graphes
Vous voyez, là j'ai mis won coréen, donc des trucs que vous ne pouvez pas traiter. Dollar Singapour, ben vous regardez si ça monte, c'est pas bon signe, hein, c'est qu'il y a une crise. Vous pouvez mettre votre dollar yuan, vous pouvez mettre le dollar ZAR, le rouble. Hein, donc moi j'ai mis le rouble avec le forint hongrois, hein, par exemple. J'ai mis le ringgit malaisien avec le baht thaïlandais. J'ai mis l'eurodoll euro-yen, câble à dollar australien, et j'ai mis le WTI avec l'or. Hein. Donc vous pouvez vous amuser à faire ça. Donc je vous conseille d'ouvrir cette plateforme, comme ça vous pourrez voir des paires que vous ne pouvez pas traiter. Ça vous coûte 0. Par contre, c'est un truc que on ne peut pas traiter, hein, c'est juste de l'indicatif. Mais de toute façon, il vaut mieux avoir plusieurs écrans et à surveiller certains indicateurs pour traiter. Sur MT4, vous avez la possibilité d'utiliser des indicateurs custom. Hein. Donc, Broker Forex, si vous allez sur la page que j'ai donnée sur les corrélations, vous allez voir qu'ils ils vous donnent accès à un fichier MQ4, hein, donc un fichier avec un indicateur qui a été codé en programmation. Donc là, moi, vous voyez, je l'ai installé, hein, donc il s'appelle Overlay Chart. Et donc là, je vous ai mis l'eurodoll et l'euro-yen de mémoire. Alors, en vert et rouge, c'est l'eurodoll. En bleu, c'est l'euro-yen. Donc, en fait, vous voyez, donc c'est un graphe 15 minutes. Hein, vous voyez si vous voyez tout de suite comment la paire euro-doll varie en fonction de l'euro-yen. Alors, inconvénient dans le code, j'ai essayé de le mettre sur plusieurs graphes et en fait, il me mettait l'euro-yen sur toutes. Je ne peux pas changer. Donc, bon, après, celui qui s'est codé, et si vous allez sur les forums de MetaTrader 4, vous avez peut-être trouvé quelqu'un qui a pu vous faire un code où en fait vous allez pouvoir mettre un indicateur avec donc une devise différente par chart. Hein. Et donc dans MQ4, dans MT4, MetaTrader, il ne faut pas oublier tout un forum avec des gens qui programment. Bon, soit vous êtes suffisamment bon et puis votre programme, vous le faites vous-même, vous le modifiez, vous avez le code, hein, il est en accès libre, le code là, et vous le modifiez donc dans l'éditeur, mais vous avez cette possibilité. Voilà. Alors pour terminer, donc le livre donc que j'ai écrit, donc en fait c'est un manuel de terrain, hein, c'est tout ce que j'ai appris de toutes les banques. Hein. Donc il est en vente sur mon site, vous l'avez, c'est prix public avec une réduction de 5%, donc il est moins cher qu'en librairie. Et les frais de port sont gratuits pour la France métropolitaine. Après, il faut savoir aussi que si vous ouvrez un compte de 3 000 € avec Sunbird, donc ils vont vous l'offrir. Donc il faut leur demander, ils vous l'offriront, et puis sous 2-3 jours, vous serez livré du livre. Donc dans ce livre, vous allez trouver notamment les corrélations, j'en parle, hein, mais vous allez trouver plein d'autres choses, comment les devises varient en fonction des chiffres, hein, enfin tous les éléments de base et où le carry trade, les stratégies comme ça, vous allez trouver plein d'infos sur le marché qu'il faut regarder, hein, puisque quand on traite un marché, il faut connaître son marché. Si vous ne connaissez pas ce que vous traitez, un jour ou l'autre, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça monte ou ça baisse et vous vous faites déchirer. Donc c'est comme n'importe quel métier, hein, on a tous un métier. Si vous ne connaissez pas bien votre métier, vous ne pouvez pas être bon dans votre métier. Pour terminer, donc j'organise régulièrement des formations. Donc ceux qui sont vrais débutants, il y a une formation d'1 jour, donc on prend vraiment les bases, sachant qu'il n'y a que 9 personnes dans les formations, donc en fait c'est vraiment un échange. Hein. Les gens peuvent poser toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Sinon, il y a une formation pour ceux qui ont déjà ouvert un compte démo, qui ont déjà traité, qui ont une expérience, hein, ou même une expérience action. Il y a une formation qui dure 3 jours. La prochaine, donc, c'est lundi, mardi, mercredi, 4, 5, 6 juin, où il y a 9 éditions en juillet. Donc là, on voit à fond comment tous les intervenants, les gros, on va les catégoriser, ceux qui sont vraiment à suivre, ceux qui ne sont pas à suivre, hein, puisque c'est les gros qu'il faut suivre, il faut savoir ce qu'ils font. Moi, je dis souvent, les devises, enfin le trading en général, c'est comme le poker. Si vous ne connaissez pas ce que vos adversaires, leurs habitudes d'intervention, leurs limites, ils ont des cadres techniques, hein, les font souvent, ils ont des
ils traitent pas n'importe comment. Il y a des conseils, enfin je veux dire, il y a une direction qui impose des trucs aux traders des fonds souverains. Pareil, les banques centrales, les traders des banques centrales, c'est les reserve managers, ils ont des ordres, des indications qui leur sont donnés par leur ministère des Finances et ils ne peuvent pas y déroger. Donc si vous ne savez pas tout ça, il vous manque des infos. Vous n'allez pas comprendre pourquoi d'un seul coup l'eurodoll monte énormément, baisse énormément, parce qu'il y a un gros intervenant qui est en train de faire quelque chose sur le marché. Et donc moi je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer où trouver ces informations, parce que ce qui compte c'est de les trouver, hein, savoir les interpréter et de les trouver en temps réel. Donc vous allez voir que des fois vous aurez des infos un peu après, mais des fois vous les aurez un peu avant. Et donc vous allez avoir des infos super importantes. Vous savez qu'il y a un gros qui achète, hein, donc en analyse technique vous avez vu un support, on arrive dessus à nouveau, et là vous savez que c'est un gros, donc vous allez donner une qualification, je dirais, au support que vous allez dire, il risque d'être fiable, solide, ou il risque pas d'être solide, parce que je sais que c'est un petit qui est là, c'est pas un gros, donc vous allez avoir des éléments supplémentaires par rapport à l'analyse technique. Je vais aussi vous parler des options, puisque les traders options, ils gèrent leurs options. Ça veut dire que ils vont vous faire, donc ils reçoivent par exemple une option d'un gros, d'une banque centrale comme la banque centrale chinoise, et ils vont faire des ordres d'achat, de vente qui peuvent être de plusieurs milliards. Et si vous ne savez pas comment un trader option gère une option, pourquoi à des moments il va acheter comme un goret, je dirais, ou vendre comme un goret, et si vous ne savez pas ça, à des moments vous n'avez pas pour comprendre pourquoi. Normalement c'était un jour férié, il devait y avoir un trading range, et puis finalement ça explose. Hein. Et donc toutes ces infos c'est pareil, hein. Je vous montre donc le plus possible en temps réel, et puis je vous décortique comment ça se passe, et après je vous donne les éléments pour les trouver. Alors je vous dis qu'il y a aussi une formation pour les Québécois, hein, donc attention, j'en fais qu'une par an à Montréal, donc du 28 au 30 mai, donc les Québécois ils sont bienvenus, donc s'ils veulent venir. Hein. Autre chose pour terminer, vous pouvez revenir, et quand vous revenez, vous payez que moins 70%, parce que mon but c'est quand même que vous compreniez, et bon, c'est pas des choses évidentes, et la première fois, je vous dis, moi je m'aperçois qu'il y a 20-30% de gens qui reviennent, ceux qui veulent vraiment faire du trading, je dirais, leur profession, enfin un de leurs moyens de vivre, ils reviennent pour bien percevoir, parce que quand on prend plein d'infos en 3 jours, il faut assimiler, quoi. Donc Jean-Pascal, j'ai terminé. Si tu veux rajouter des choses, il n'y a pas de problème. Oui, bonsoir à tous. C'est de vous tes interventions et tes webinaires, Philippe. Je veux juste répondre à 2-3 questions que j'ai vu défiler sur le logiciel de webinaire. Il y a une personne qui a dit depuis quand on voit les volumes sur le Forex, mais en fait Philippe Dermy nous a montré un graphique du contrat 6E, 6E du CME Chicago Mercantile Exchange, qui cote en contrat futur le Forex, hein, l'euro-dollar. Donc en contrat futur, on voit les volumes. C'est pour ça qu'on a vu des volumes sur ce contrat qui est très spécifique, qui est échangé sur une place de bourse. C'est pas un contrat OTC. Je vais rajouter un petit détail. Donc oui, c'est ce que tu disais. Là, les volumes sont connus parce que c'est une bourse, donc sur les contrats futurs. Sur le Forex, les volumes, en fait, ce qui se passe, c'est les gens se parlent. Je veux dire, les traders, les gros, se parlent entre eux. Hein. Donc, dans le passé, je dirais, se parler entre eux, mais ça l'est encore vrai. Moi, tous les jours, je suis en contact avec 30 banques. En contact, ça veut dire quoi? On est au téléphone, hein, entre autres, mais pas qu'au téléphone. Le moyen de parler moderne, c'est le chat. Hein. On a des chats sur les applications comme Bloomberg et Reuters. On se parle entre nous. Hein. Alors, pourquoi une banque me dirait il y a un gros fonds souverain qui est en train d'acheter, hein, pourquoi elle me le dirait? Tout simplement, si moi j'achète parce que je sais qu'il y a un gros qui est en train de me faire un support, moi si j'achète et que la banque, par exemple, elle a réussi à me gratter un pip sur mon cours d'achat,
Moi, si j'achète 10 millions, ça fait 1000 dollars, hein, parce que sur 10 millions, le dollar, c'est le PIB. Hein. Le PIB, c'est 1000 dollars, pardon. Et donc, moi, si je gagne grâce à lui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le lendemain, je vais recommencer avec lui, puisqu'il me donne des bons tuyaux. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Plus je gagne, plus il gagne. Okay, donc, il a intérêt à me donner des fuites, quoi. Alors, il me les donne plus ou moins. Alors, après, je connais le truc, hein, puisque j'ai formé quand même plus de 200 personnes, la personne va dire, ouais, mais nous, on ne peut pas l'avoir. Ben si, maintenant, ce qui se passe, c'est que ces infos, parce que même si vous ne pouvez pas avoir accès à Bloomberg Chat et Reuters Messenger, hein, qui sont les deux applications de chat qu'utilisent les professionnels, parce que je rajoutais un truc, prendre un abonnement Reuters ou Bloomberg, c'est une bêtise. Pourquoi? C'est comme Facebook. C'est pas parce que vous avez Facebook que votre voisin il va vous accepter. Okay, c'est pas parce que vous avez Bloomberg que Goldman Sachs va vous accepter dans le Bloomberg Chat. Lui, il faut qu'il ait un intérêt. Vous avez dans le chat vos amis, hein, et vous acceptez qui vous voulez, et les autres vous acceptent ou vous acceptent pas. Donc ça sert à rien de payer un abonnement Bloomberg ou Reuters. Par contre, comme ça, de l'info, c'est une info qui vaut de l'or, eh ben, il y a des fuites. Il y a des mecs qui ont créé des trucs où, en fait, on peut avoir ces infos. Et donc, moi, dans les formations, j'explique où vous allez avoir ces infos. C'est du téléphone arabe, hein, ni plus ni moins. Évidemment, il peut y avoir des trucs faux, mais de toute façon, tous les jours, si on vous dit un truc faux tous les jours, ben, vous allez le voir. Mais il y a aussi des trucs vrais. Hein. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme ça que vous allez avoir une idée s'il y a un gros fonds souverain qui est en train d'acheter ou de vendre. En fait, je vais vous rajouter en fait, dans la formation, vous n'allez pas voir que des graphes, parce que l'erreur classique des particuliers, c'est de regarder que l'analyse technique. Hein. Et en fait, parce qu'ils partent du principe qu'il n'y a pas de carnet d'ordre, c'est pas vrai. Toutes les banques, elles ont un carnet d'ordre. Sauf qu'elles le disent, elles le disent pas. Et je vous dis, et ça se dit dans le chat, ça se dit au téléphone. Et on trouve des infos comme ça. Et donc moi, je vous apprends où les trouver. Je te laisse la parole, Jean-Pascal. D'accord. Il y a plusieurs autres questions de Calouet Loïc et Didier Provaz. Calouet nous parle d'un robot. Ça n'a pas bien marché pour lui. Je pense que la meilleure réponse, c'est de dire que de faire d'abord des formations pour comprendre les fondamentaux du trading et du forex en parlant de ce marché, et de faire la formation de Philippe Hermy. Je pense qu'il est très clair et il nous explique les choses d'une manière la plus claire et la plus transparente, sans chercher aucun... Oui, juste... Oui, vas-y. Ouais, juste pour dire, un robot, c'est pareil. Soit vous achetez un robot, vous avez le risque qu'il marche ou qu'il ne marche pas. Ça, c'est la première chose. Mais si vous concevez vos robots, il va marcher que si vous connaissez bien votre marché. Si vous ne connaissez pas mal votre marché, il ne va pas marcher. Enfin, c'est le truc de base. Hein. Je veux dire, dans un ordinateur, il peut vous faire un calcul, mais si les données d'entrée ou les variables d'entrée que vous lui donnez sont pas les bonnes, il va vous donner un résultat faux. Hein. Donc là, c'est pareil. Bon, vas-y, je continue, Jean-Pascal. Ok. Je pense qu'on a fini la liste des questions que les intervenants ont voulu poser. Vous pouvez toujours me contacter sur mon adresse email, que je vais noter aussi sur le chat. C'est Jean-Pascal, c'est JP. Mon nom c'est Jean-Pascal Ferrat, mais mon adresse email c'est jp.ferrat@sunbirdfx.com. Je vous le note. Très bonne soirée, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux chez vous. Encore un petit point que je voulais vous préciser. Chez SunbirdFX, vous pouvez faire du scalping et vous pouvez faire aussi du hedge. C'est totalement possible chez nous. Philippe Hermy nous a montré dans ses stratégies qu'on peut faire un hedge d'une paire de devises face à une autre, et on peut se protéger du risque marché à travers ces stratégies. Tous les brokers de la place ne permettent pas de faire du hedge, mais ici chez SunbirdFX, on peut le faire et c'est totalement bienvenu chez nous. À très bientôt à tout le monde, à très bientôt sur SunbirdFX, sur notre plateforme, et à très bientôt avec Philippe Hermy.
Euh, Merci à tous. Merci Jean-Pascal. Merci à vous tous. Au revoir.